Mais souvent dans les conflits, la résolution des conflits sur le continent, on l'a vu très récemment en Afrique de l'Ouest, c'est plus l'Union européenne qui est sur le devant de la scène, c'est l'ONU, mais très peu l'Union africaine. Vous parlez de l'Union européenne. Vous savez comment est financée l'Union africaine? L'Union africaine est financée en partie, disons en plus grande partie, par l'Union européenne. Parce que 40% des États ne versent pas leur Très bien. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là où vous parlez de l'indépendance, de la souveraineté. Si vous n'avez pas une souveraineté monétaire, une souveraineté économique, comment est-ce que vous allez gérer les conflits que vous avez? Comment est-ce que vous allez faire fonctionner votre organisation? C'est là où je suis d'accord avec le professeur sur la question de la monnaie. Si nous avons une monnaie commune, comme Kadhafi avait prévu, Kadhafi avait déjà prévu comment on appelle ça, le Fonds monétaire africain, dont le siège devait être à Yaoundé. Pour que, avec ce fonds, on devrait financer les activités agricoles, on devrait financer tout ce que nous avons. Donc, ça veut dire qu'on devrait aussi financer la résolution des conflits. Or, nous avons créé des structures, mais nous n'avons pas d'argent. Lorsque la question se pose, on se tourne vers les autres. Or, les conflits que nous avons ici sont souvent attisés par l'extérieur et ce sont eux qui tirent profit. Alors, comment voulez-vous que les gens éteignent le feu qui essaie un peu de leur permettre d'avoir la chaleur? Ça, c'est rêvé. Ça, c'est rêvé. Et le problème de l'Union africaine aujourd'hui, c'est celui-là. Vous avez parlé, le professeur a évoqué tout à l'heure la question de la démocratie. Ça, il fallait quand même approfondir. C'est vrai. Voyez-vous, l'Union africaine, je crois que c'est le protocole de Maputo, où ils ont évoqué des questions de changements anticonstitutionnels. Et les élections. Et le troisième mandat. Vous savez qu'il y a certains pays qui n'ont pas ratifié cette charte, y compris le nôtre. On a émis des erreurs sur certains points. Donc la question fondamentale est là. Est-ce que les Africains veulent marcher ensemble? Où voulons-nous aller? Parce que nous sommes... Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Sénégal, on n'a pas entendu l'Union africaine faire de... Mais certains syndicats... C'est pour cette raison que j'ai dit au départ que l'Union africaine s'est totalement discréditée. Madame Reine, quand vous êtes sur la scène politique, vous posez un acte, un adversaire ou les adversaires applaudissent, c'est que vous vous trompez. Exact. Qui a combattu Kadhafi? Ce n'étaient pas les Africains. C'est parce que justement Kadhafi avait la malchance, la faiblesse d'être plus visionnaire que les autres. Et bien, depuis le 15e, 14e siècle, tout ce que l'on fait, c'est sur la base de dominer l'Afrique. Le seul continent sur lequel ils veulent dominer. Parce qu'il a voulu doter à l'Afrique d'une indépendance économique. Exactement. Pour que nous ayons une indépendance politique également. Madame Reine, si l'Afrique a une banque centrale, sa monnaie, avec les ressources du sous-sol, quel est le pays qui peut parler d'égal avec l'Afrique? Et dès qu'il a fait ça, on a trouvé que lui, c'était le seul pays où, dès que vous quittez l'école, vous avez la maison, vous avez un crédit presque à taux zéro. Mais cet exemple, il devait l'irriguer sur tous les pays. Or, on a voulu éviter la contagion. Mais malheureusement pour l'Occident, cette contagion s'est faite maintenant sur le plan intellectuel. Aujourd'hui, depuis Yaoundé, en octobre 2023, on est en train de chercher la nouvelle pensée africaine pour sous-tendre tout cela. Et je conclue rapidement en vous disant que ce qui se passe là, c'est un théâtre. Et pour savoir qu'on se trompe, il faut simplement voir quels sont les pays africains qui sont adoubés par les anciennes puissances colonisatrices. Dès que vous êtes adoubé, ça veut dire que vous êtes au service de ce pays. Oh, la nouvelle élite là au Sénégal, puisque vous parlez, c'est là on a des réserves, on a des bonnes relations avec les... Non, mais c'est-à-dire c'est anachronique. Vous voyez, tout ce qui se passe, le fleuve Congo ne repartira plus jamais vers le Kolela ou vers Kisangani. L'histoire, c'est ainsi. C'est ainsi. Donc, c'est anachronique. Ce qui refait le troisième mandat. Qui en veulent? Ils ont certainement des idées arrêtées. Alassane Ouattara, il y a eu le troisième mandat en Côte d'Ivoire. Il y a eu le troisième mandat en Côte d'Ivoire. Il y a eu le troisième mandat en Guinée avec le professeur Alpha Condé. L'Union africaine n'a rien dit. Parce que c'est un club d'amis. Ça, il faut le dire. C'est un club d'amis. Aujourd'hui, le Sénégal, vous n'avez pas entendu l'Union africaine. Bon, il y a eu une boucherie humaine au Tchad avec le fils Kadhafi et le fils Déby. Lors des manifestations des partisans du
le jeu leader, c'est-à-dire de nom m'échappe, qui ont contesté contre le pouvoir de N'Djamena une répression sanglante. L'Union africaine a réagi? Non. L'Union n'a pas réagi. Donc aujourd'hui, il faut que l'Union africaine prenne conscience. Combien d'Africains croient à cette histoire de l'Union africaine? Combien? Je vous ai dit, il y a des intellectuels qui ont écrit. Il y a des commissions qui ont travaillé. Je vous ai pris tout à l'heure le cas le projet du président Wade qu'on a mis sur la place publique, le NEPAD, qui pour moi était un projet intégrateur. Les routes que nous avons ici, c'était dans le projet de NEPAD où il disait qu'il fallait qu'il y ait une route africaine qui doit réguler. Mais Ibarapéa, quand on a décidé que les Foba Ibarapéa doivent faire ceci, quelle est l'autorité au-dessus de nous pour nous surveiller? C'est ça le hic. Ça fait partie des faiblesses, professeur. Mais justement, ça fait partie des faiblesses. Mais l'idée est là. Non, l'idée est là. Bon, nous prenons la ZERCAF. Moi, j'étais contre la ZERCAF. Alors que la ZERCAF, quand j'ai lu le professeur Robinga bien avant, parlait de Mariam Gwabi, l'idée d'un marché commun africain, c'est Mariam Gwabi qui le met sur la place publique au sommet de Rabat en 72. Ouais. Mais aujourd'hui, la ZERCAF telle qu'on nous la présente, le Congo, notre pays, va bénéficier de quoi? Le Gabon, parce que les intérêts sont divergents. Donc, si on n'arrive pas, et c'est là où je pense que, tel que le professeur a essayé un peu de l'expliquer, mais je pense que l'État fédéral africain pourra peut-être être l'autorité de régulation. Parce que, oui, mais comment on va appliquer? Je prends un exemple simple. Les États ne sont pas préparés, en tout cas certains États, si nous prenons l'exemple de chez nous. Vu leur faiblesse économique. Pas seulement une faiblesse économique, aussi une faiblesse idéologique. Il y a aussi ce que j'appelle, à la suite du professeur Alain Foguet, la cécité stratégique des États. Nous sommes revenus dans la ZERCAF, on va lever les frontières, on va faire ceci, mais nous savons que la plupart des pays fonctionnent sur la base de la fiscalité douanière. D'accord? Si vous levez les barrières, comment compenser donc ce gap? On ne sait pas. Deuxièmement, la circulation de la marchandise, c'est aussi la circulation des idées, la circulation des intelligences. Ça veut dire quoi? Au Congo, nous sommes de la ZERCAF, un Camerounais, un Sud-Africain, un Rwandais peut venir. Le marché sera inondé très par bien. d'autres produits. Et nous allons donc produire quoi, nous? Qu'est-ce que nous allons proposer dans l'échange avec autrui si nous restons à l'état actuel des choses? C'est ça le problème. Non, quand on vous impose une compétition, cette imposition existe, on ne vous demande pas d'être prêt. C'est à vous de vous armer. Je suis totalement d'accord, professeur. Laissez-moi une minute. Je crois que ce que vous dites n'est pas faux. Forcément, il faut être habité par l'optimisme, voir les hauteurs dominantes dans ce qu'on fait. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est primordial? Est-ce que en revenant il y a 50 ans, donc en 1972, ce qu'on aurait pu faire? Quelles sont les avancées? Regardez un peu l'Union européenne. Par exemple, l'Afrique, la Chine a un marché intérieur fort du point de vue de la consommation. Mm-hmm. Bon, en produisant, ils peuvent écouler leur production. Mais ce qui est important, c'est d'avoir en face de la technologie pour avancer. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, la Chine. La Chine va être certainement une puissance militaire. Exactement. Comme la Russie. Mm-hmm. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est pour revenir à votre problématique. Maintenant, l'Afrique a toujours fonctionné sur la base des slogans. Zlekaf. Mm-hmm. Mais lorsqu'on voit les présupposés théoriques et même pratiques, on voit que ça ne peut aller nulle part. Non. C'est ça la grande question. Maintenant, quand madame parle de l'Union africaine, sur la démocratie, l'économie, vous ne pouvez pas faire une économie. Regardez, quel est le produit qui nous permet d'avoir des devises ici? C'est le pétrole. Le pétrole. Est-ce que quand on pompe le pétrole à Pointe Noire, mais dès que le gouvernement congolais essaie de regarder, vous allez voir, par exemple, RFI commencer à dire beaucoup de choses. Et la plus grosse injure que les intellectuels africains ont accepté par paresse intellectuelle, c'est que quand il y a des problèmes en démocratie, heureusement que le président de la RDC a relevé ça, ils vont trouver la solution africaine. Imaginez-vous que Mélenchon s'allie à Madame Le Pen. Est-ce qu'ils peuvent proposer en France que Mélenchon soit l'allié de Madame Le Pen? Mais en Afrique, comme nous sommes encore à l'état théologique, donc à l'état fictif.
Donc, on suppose que ce qui intéresse, ce sont pas les idées. Nous n'avons pas atteint l'âge de l'humanité. Donc, on est entre l'animalité bestiale et les hommes en train de naître. Donc, on peut dire, vous n'avez pas les mêmes idées. On dit même l'opposition n'est pas unie. Mais l'opposition n'a pas vocation à être unie. Ce sont les idées que concourent à ce que les gens soient unis. C'est-à-dire, au nom de l'intérêt commun, mettre les intérêts égoïstes de côté pour regarder d'abord avant tout l'intérêt Mais pour vous continent. que les idées soient les mêmes. Quand je vous prends l'exemple de la gauche française avec l'extrême droite, ce n'est pas possible. Mais ils ne diront pas, les journalistes de RFI ne diront jamais que l'opposition n'est pas unie en France. Parce qu'ils savent que ils sont des animaux qui pensent. Mais l'Union africaine, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de la politique monétaire parce qu'il faut trouver une politique monétaire commune, Oui. mais avec plusieurs organisations sous-régionales qui, dont chacun ont des intérêts différents. Madame, moi, je vous vois perspicace. Déjà, prenons des choses simples. Est-ce que vous avez vu un pays Rapidement, oui, qui s'est développé, par exemple, sous l'influence d'une langue étrangère? Tous les pays parlent la langue de chez eux. Bon, ça c'est de un. Quel est le pays qui se développe avec une monnaie comme la nôtre? Si c'était bien. Si c'était bien. Le franc CFA, il faut Voilà, dire. voilà. Oui. Si c'était bien. Pourquoi les gens posent la question aujourd'hui? Pourquoi quand vous amenez le franc CFA dans les banques là, en France, on ne vous donne pas ça au guichet? Moi, je ne vais pas faire l'économie politique pour aller dans les arcanes de ceci, là. Pourquoi? Même timidement. J'amène le franc CFA. Je vais en France puisque la parité est fixe, non? Mais pourquoi on ne change pas ça dans les banques? C'est que vous voyez, les Européens, je vais terminer puisque vous avez demandé d'être rapide. C'est-à-dire que le fond est ailleurs. C'est-à-dire que on vous présente les petites choses visibles, mais l'invisible, c'est qu'on doit vous dominer. Parce que la puissance de l'humanité est en Afrique. J'ai pris l'exemple, c'est passé comme ça, vous n'avez pas retenu, l'exposé du président Bill Clinton, que la RDC, le Congo, le Gabon, plus le Cameroun, ça suffira pour avoir la même puissance, même au-dessus que, mais ce n'est pas un Africain qui a dit, il n'est même pas de Mbomo ou bien de Divené. Il est américain. Il a dit lui-même. Mais pourquoi si les Occidentaux, les Américains notamment, sont à mesure de le dire, pourquoi les Africains eux-mêmes, les dirigeants africains, ne regardent pas les choses de cette manière? Non, nous sommes sous tutelle. Merci. Nous sommes sous tutelle. Merci. Là, C'est c'est aussi une question d'intérêt. Oui. La plupart des dirigeants africains dont vous faites allusion, quelle est leur source de légitimité? C'est ça le problème. Quelle est leur source de légitimité? C'est des chefs d'État qui, avant de faire l'élection ici, ils doivent d'abord se garantir si l'Élysée est avec eux. Voilà le problème. Comment pouvez-vous expliquer que le président Kagame pille la RDC à ciel ouvert? Tous les chefs d'État de Kabila Tshisekedi ont fait des déclarations à l'ONU que c'est le Rwanda qui nous agresse. Et l'Union africaine ne peut pas toucher au Rwanda parce qu'on sait que le Rwanda, c'est le protégé d'une telle puissance, de la puissance américaine. Voilà le fond. Nous ne sommes pas puissants. On n'a pas de chef d'État puissant. Et lorsque vous n'êtes pas puissant, vous subissez la domination du plus puissant. Tout à l'heure, on parlait de la fête de la monnaie. Mais lorsque les États de l'Afrique de l'Ouest ont cherché à créer leur monnaie d'éco, pour que tous les États, qu'ils soient d'obédience francophone ou anglophone, lusophone, se retrouvent dans une seule monnaie qu'on appelle l'éco. On a vu ce qui s'est passé. Emmanuel Macron, a court-circuité l'affaire avec le président Alassane Ouattara. Ils ont voulu créer l'éco à leur modèle. Parce que, moi, je me suis toujours posé la question pour ceux qui disent que, voilà, je me suis toujours posé la question. Si la France n'a rien à gagner derrière le franc CFA, pourquoi ils ne laissent donc pas les Africains avec leur affaire? Quelle est cette affaire? On va vous accompagner. Pourquoi? On est des nourrissons. Donc, laissez-nous faire. Si on veut échouer, on échoue nous-mêmes. Laissez-nous tranquilles. Or, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi, un jeu intelligent, à placer à la tête d'État des suppôts qui sont donc derrière. Là, ce que nous appelons l'endocolonialisme. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut une nouvelle classe politique, une nouvelle génération? Je ne parle pas en termes de génération, parce que le professeur de Foba qui est en face de moi n'est pas de ma génération.
Pas seulement en termes non, d'âge, non, aussi en termes d'idées. Nous parlons de génération. Très bien, voilà. Très bien. En termes d'idées, on voit aujourd'hui avec les panafricanistes aujourd'hui, Très bien. Ça devait se jouer, ça devait se jouer sur le terrain des idées. Il faut repenser l'Afrique. Il faut repenser, construire un homme africain. Il faut un nouveau contenu dans ce panafricanisme. Justement, pourquoi? Parce que c'est comme si quelqu'un qui a découvert une technologie. Mais comme vous avez découvert une technologie, il faut un logiciel qui va avec. Sinon, la technologie ne servira à rien. Donc, le panafricanisme, moi, je ne suis pas un, parce que je ne comprends pas le contenu qu'on met dedans, mais je ne suis pas un, mais j'entends ce que les gens disent. Si c'est ce que, je comprends ça comme on le dit, le panafricanisme qui est, selon certaines personnalités comme le professeur Obenga et le professeur en face de moi, il faut créer un homme, l'individu qui va avec ce que vous voulez. Non, attends, le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Je suis d'accord. Il est né aux États-Unis. Oui, je suis d'accord pour ça. Les Noirs pris captifs, on pensait qu'ils avaient une origine. Il faut donc tout faire pour revenir, aider à vivre autrement. Et en ressassant les fondamentaux, Kwame Nkrumah reprend l'idée pour que l'Afrique soit unie. Et ça a conduit plus ou moins à la création de ce que vous connaissez, le UA dont Madame a parlé. Je suis d'accord jusque-là. Et moi aussi, j'ai un contenu à donner au panafricanisme parce que il y a tout à dire et à retirer. Ce qui est important, c'est quelle est la nouvelle pensée qui va nous guider pour le siècle à venir. Tant que vous n'avez pas cette idée autonome par vous-même, quand vous avez dit... Mais parmi les combats aujourd'hui des panafricanistes qu'on suit sur les réseaux, c'est évacuer d'abord le franc CFA, qui est une monnaie coloniale. Ça, c'est un élément. C'est un élément. Mais d'ailleurs, vous savez que la plupart des panafricanistes qui sont très actifs sur les réseaux sociaux ont la nationalité française. Non, lorsqu'on sait que... Non, j'arrive. Non, laissez-moi dire ça change quelque chose. Laissez-moi quand même, je peux me tromper pour ça. Est-ce que je peux oui, bien entendu, vous avez des droits. Non, ça veut dire on risque d'embrasser beaucoup de problèmes. Moi, je n'ai pas cette nationalité dont vous parlez. Non, je parle pas de vous. J'ai dit vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça. Non, je veux dire qu'il faut pas qu'on embrasse beaucoup de problèmes. Qui vous dit que même si ces gens-là n'étaient même pas s'ils n'avaient même pas la nationalité de ces pays qui sont un peu développés, là, seraient même peut-être arrêtés. Il y a le revers de la médaille dans tout ça aussi. Ouais, professeur, vous savez que lorsque vous prenez la nationalité d'un État, on vous impose l'amour de cet État-là plus que tout autre. Bien entendu. Très bien. Même quand vous êtes en exil, le principe, c'est que vous ne critiquez pas le pays que vous êtes en exil. Donc, nous sommes sur le plan des principes, professeur. Moi, je ne vois pas un Français qui gagne tout ce qu'il a de la France et la France qui pille le Congo, par exemple, ou le Gabon, ou l'Angola, ou je sais pas quoi, que ce Français-là puisse réellement combattre les intérêts de son pays d'adoption. Ou son nouveau pays. Surtout quand il bénéficie de la protection de ce pays-là. C'est ça le processus, mon problème. Donc, il faut créer un nouveau monde, un nouvel homme qui va avec la nouvelle pensée africaine qui est incarnée aujourd'hui par le professeur Obenga et tant d'autres. Et avec, mais mon problème, c'est que il faut qu'on sache d'où nous partons, c'est-à-dire le corpus idéologique. Ouais. Moi, j'ai vu le projet quand vous étiez venu à Yaoundé. J'ai côtoyé beaucoup de panafricanistes, surtout notre frère qui est parti quelques jours après, le professeur Omotunde. Mais aujourd'hui, ce que ces panafricanistes, on est pratiquement à la fin de l'émission, vous gardez la parole, ce que ces panafricanistes, surtout la jeunesse, la jeunesse incarnée aujourd'hui par la jeunesse, reproche aux dirigeants, c'est que le système de gouvernance n'est plus en phase avec les besoins réels des jeunes, de la population. Mais la réalité est là. Et puis, on passe à parler. La réalité est là. La réalité est là. Si nous avons fait tout à l'heure le bilan de l'Union africaine, on se rend compte que aucun objectif n'a été atteint. Donc, il faut se remettre en évidence. Les panafricanistes n'ont pas tort. Maintenant, c'est la nouvelle pensée africaine. C'est comment donc faire pour pallier à tout ce que nous avons observé jusqu'ici. Si nos aînés ont échoué, c'est-à-dire les dirigeants actuels ont échoué, n'ont pas pu atteindre les objectifs fixés, comment donc nous allons faire pour y arriver? D'où je mets l'accent sur l'homme. Je mets l'accent sur l'homme, sur l'individu. On a une nouvelle technologie, il faut un logiciel qui va avec. Le logiciel ici, c'est l'individu qui va faire la promotion et puis la promotion des idées au niveau du panafricanisme et puis faire en sorte que les dirigeants panafricanistes arrivent à la tête des États, comme nous avons eu Nkrumah et le Mobutu. Pas Mobutu. Et les intérêts du peuple. Lumumba. Oui, mais le peuple, c'est qui le peuple?
Le peuple les interdit du pays. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'homme qu'on doit former, qu'on doit façonner. Regardez au Sénégal. On a arrêté Parce qu'aujourd'hui, il y a des panafricanistes circonstanciels. On a arrêté Sonko. Servi l'Occident, laisse qu'on te... Mais bien sûr, parce que tout le monde veut... On proclame panafricaniste. Mais bien entendu. En termes des valeurs, des idées. Bien entendu. Oui, regardez le cas. Au Sénégal, par exemple. Macky Sall se déclare panafricaniste. Sonko dit qu'il est panafricaniste. Mais nous avons vu. Sonko a pris des positions. Il a dit, par exemple, le problème qu'il a, tout le problème qu'il a aujourd'hui avec ce que vous appelez communauté internationale, c'est qu'il avait envoyé au cours d'un meeting, un message aux Maliens. Il leur dit, nous serons au pouvoir dans 2 ans, tenez bon, quand nous arriverons au pouvoir au Sénégal, on va tout faire pour que vous soyez totalement libérés. Le discours n'a jamais été tenu par Macky Sall et ça a été très mal apprécié. Je pense que le gouvernement sénégalais avait pris position contre ce discours. Donc, le problème ici est celui-là. Il ne faut pas s'auto-proclamer panafricaniste quand nous voyons tout chef d'État africain, parce que bon, vous avez reçu votre homologue là, et puis vous dites que nous sommes panafricanistes parce que vous avez donné des milliards aux autres là-bas. Est-ce que il faut forcément critiquer l'Occidentaux ou encore s'attaquer à un système? Bon, mais si vous posez la question panafricaniste, moi je dis, je ne suis pas panafricaniste. Donc posez la question panafricaniste. Merci. François Lefauba. Oui, rapidement. Je ne réponds pas à cette question. Je crois que c'est une faiblesse de créer son évolution sur la base de la critique d'une autre puissance. Déjà, du point de vue éthique. Deuxièmement, effectivement, mais la fédération du Mali, il y avait des tentatives, oui. Mais c'était Senghor qui a créé les problèmes. Exactement. Et même Abidjan aussi. Vous savez, à chaque fois qu'il y a possibilité de réunir les forces en Afrique, il y a toujours un malin qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des forces exogènes qui agissent plus. Lui, il a le langage de la jeunesse. Il dit, à propos d'ailleurs, qu'on est sous tutelle. Effectivement, on a l'impression que nous agissons de manière pavlovienne quand un dirigeant africain en train de prendre une position qui n'est pas agréée par les puissances occidentales, eh ben, il est sous surveillance. Il craint même pour sa vie. Parce que aussi, il faut tenir compte des rapports de force. Quand il faut pas confondre le courage et l'héroïsme. Un courageux peut être amoral. Il peut être courageux pour attaquer quelqu'un qui a de l'argent ou une banque. Mais le héros, c'est celui qui pose un acte vertueux. Il y a des enfants qui sont en train d'être pris en otage. Je vais les libérer. Ça, c'est moral. Et donc, ne confondons pas le courage et la témérité. Les jeunes panafricanistes, là, ils sont des gens intelligents. Ils ont fait des études, pour la plupart en Afrique. Mais la seule confusion, c'est ce que vous avez révélé. C'est-à-dire que la critique de l'Occident passe plus que la possibilité de mettre des idées pour demain. C'est pourquoi je dis que souvent il y a des relations pavloviennes. Et ça devient même dangereux. Or, le panafricanisme dont parle le professeur Obenga, c'est celui qui amène, justement, à créer un État fédéral comme celui-ci. Mais pour cela, il est sur la ligne directe émise par le docteur Nkrumah. Merci. Ce qu'on reproche à l'Union africaine aussi, c'est le mode d'accession, la manière dont les chefs d'État arrivent au pouvoir. Certains les qualifient d'être bien élus, d'autres mal élus. Est-ce que ça n'empiète pas sur la marche même de l'Union africaine pour qu'on mette en place évidemment ces politiques et une diplomatie commune? Je vous ai parlé tout à l'heure de... Parce que certains sont élus démocratiquement et d'autres non. Je vous ai parlé tout à l'heure du protocole de Maputo, où on avait exigé qu'il y ait des élections libres et transparentes en Afrique. Je vous dis qu'il y a certains pays qui n'ont pas ratifié ce protocole. Donc, on voit comment ça se passe. Et l'Union africaine aujourd'hui est devenue un club d'amis, des chefs d'État qui se protègent. Et ça, justement, il y a l'impact. Ça, c'est quel protocole? Il y a la charte de la démocratie. Oui, justement. Vous avez signé à Bamako. Vous avez semblé même dire que le Congo avait ratifié la charte de la démocratie. En quelle année? Au Mali. Jusqu'en 2018, je veux ce protocole de Bamako, j'ai ça dans ma machine. Jusqu'en 2018, le Congo n'avait pas encore ratifié ça. Jusqu'en 2018, le Congo n'avait pas encore ratifié. On a signé, mais on n'a pas ratifié. Et ça dit tout quand même. Et le Congo n'est pas le seul pays, hein. Vous allez voir, par exemple, le Cameroun n'avait pas ratifié. Certains nombre de pays, surtout en Afrique centrale. C'est pour cette raison que vous aviez raison. Les objectifs, certains sont atteints, mais de manière biaisée. Oui, bien sûr. Parce que madame a raison. Quand on est mal élu, il suffit même d'arriver au pouvoir. Après, les gens s'arrangent. Oui, c'est ce qu'on voit là. Vous pouvez arriver même par la force
Après, on va faire la transition. On dit que vous n'allez pas être candidat. Après, vous êtes candidat. Et puis, bon. Autre problème de l'Union africaine aujourd'hui, c'est l'alternance démocratique, la longévité au pouvoir de certains chefs d'État. C'est parmi l'impuissance de l'Union africaine. Oui, mais moi, je ne perçois pas ça comme une impuissance parce que je ne suis pas partisan de l'alternance. Je ne suis pas partisan de l'alternance à tous les coups. Politologue et professeur Grégoire Lifouba, philosophe. Merci à vous deux d'avoir pris part à ce débat consacré aux 60 ans d'existence de l'Union africaine. Merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. À vous également. Merci pour votre attention. L'information revient tout à l'heure.